Voilà, 10h05, je pense que on va laisser les retardataires nous rejoindre progressivement. Donc Nicolas, si tu veux bien, on va démarrer. Très bien. Donc bonjour et bienvenue à B2Field, donc notre rendez-vous, des acteurs de l'agriculture numérique au service de l'innovation et de la transition de l'agriculture. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne Portal, je suis chargée de mission innovation à l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie. Et j'ai co-organisé, on va animer cette journée avec Nicolas Nguyente du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Bonjour à vous et bienvenue. Donc B2Field, c'est un rendez-vous qu'on a lancé il y a 4 ans maintenant, qui est à sa 3e édition et qui, peut-être grâce à la vision, on va le voir, réunit de plus en plus de participants à chaque édition, puisqu'aujourd'hui on est plus de 140 inscrits. Donc au départ, on était sur un format présentiel évidemment. Et suite à la pandémie, on a proposé cette année de transformer cet événement en visio. On verra si on perdure dans ce format-là, mais on pense que ça apporte aussi plus de souplesse pour les participants qui sont éloignés de Montpellier ou de Toulouse pour s'inscrire. Et puis aussi, ça donne la possibilité aux participants qui sont hors région de pouvoir nous rejoindre et d'améliorer également le bilan carbone de tout ça. Donc traditionnellement, on adosse B2Field à un événement scientifique international qui a lieu à Montpellier sur les questions du numérique pour l'agriculture, parce qu'on souhaite favoriser grâce à ça les rencontres entre les entreprises et le monde académique et favoriser l'innovation qui peut en ressortir. Et cette année, vous l'avez peut-être vu sur la page d'accueil, on a adossé l'événement à OFE 2021, donc une conférence internationale sur l'expérimentation à la ferme qui est organisée par les scientifiques, la communauté scientifique de Montpellier. Et si B2Field est organisé par la région Occitanie, c'est parce qu'on pense, on note et on souhaite vous faire partager le fait que le territoire a de nombreuses expertises remarquables sur le sujet. Il y a d'abord la présence d'une communauté scientifique sur l'agronomie qui est de taille, d'envergure mondiale, peut-être une des premières communautés scientifiques au monde. On a la présence de filières du numérique et de l'aérospatial qui sont très développées. Et on a aussi un historique important sur tout ce qui est numérique pour l'agriculture en termes de recherche, d'expérimentation, de transfert de technologies et de création d'entreprises innovantes, autour notamment du pôle Montpellier Supagro, INRAE, CIRAD qui est à Montpellier. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 140 participants sur l'événement inscrits, avec une bonne soixantaine de ce qu'on appelle des offreurs de solutions numériques, une dizaine de structures d'expérimentation ou de recherche. Et en 2021, on a essayé d'élargir cet événement aux acteurs de l'agri-agro en tant que professionnels et utilisateurs, comme les coopératives ou l'exploitation agricole, mais également aux fournisseurs des filières, et notamment en priorité aux équipementiers agricoles. Donc on en a quelques-uns qui sont inscrits également aujourd'hui. Donc ces participants ont généré plus de 230 demandes de rendez-vous, qui ont permis d'en planifier, à ce stade à peu près, entre 130 et 140. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour, inciter, tous les participants à cette introduction à aller sur leur espace personnel et puis à consulter, tout au long de la journée si de nouvelles demandes arrivent encore, de la part d'autres participants et à pouvoir ainsi profiter de leur agenda et de leur planning de rendez-vous à jour. Donc B2Field, c'est co-organisé par l'agence ADOC et par le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation et on bénéficie du soutien et du relais de nombreux partenaires sur les sujets du numérique et de l'agriculture, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Donc on va introduire cette journée avec 3 petits focus lors de notre session de la matinée. Le numérique pour l'agriculture, de quoi parle-t-on? Va vous être présenté par Nicolas. J'enchaînerai après sur un retour sur une étude qui a été commandité sur le secteur de l'agroéquipement en région et Agathe Olive terminera ces 3 focus avec un retour sur la journée numérique et biocontrôle de mardi dernier. Donc pour suivre cette session, je pense qu'on est bon, mais je vous invite à garder votre caméra et votre micro coupés et si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à les poser, mais de préférence par le chat. On a une collègue qui va surveiller les échanges par le chat tout au long de la session. Donc Nicolas, je te passe la parole pour ton premier petit point. Oui, alors, je ne vais pas me lancer dans un grand discours sur, le numérique et l'agriculture, mais je voulais simplement faire, 2 petits rappels qui me semblent intéressants.
qui sont d'une part la question de la transformation numérique ou de la transition numérique. On avait eu une réflexion avec les collègues de Digital 113 lors de DIVA pour essayer de voir un petit peu clair là-dedans. Et on en était arrivé à faire ce diagramme là, qui paraît simple, qui est simplement de représenter, vous voyez sur la partie abscisse, l'innovation, la force de l'innovation, le caractère innovant des solutions qu'on développe. Donc à gauche, vous avez des solutions sur étagère, donc on n'est pas sur l'innovation, et à contrario, à droite, vous êtes sur des solutions innovantes, des choses qui n'existent pas. Et puis, on a représenté ça aussi avec, sur la partie enfin, Y des ordonnées, le caractère innovant de l'organisation, de l'entreprise. Donc, en bas, vous avez des entreprises qui n'ont pas de vocation à être innovantes, hein. Vous avez des artisans. Le boulanger n'a pas vocation à être innovant, notamment en termes de numérique. Et à contrario, vous avez en haut eh bien, les startups qui développent des solutions vraiment innovantes dans le domaine du numérique. Enfin, il n'y a pas que des startups qui font ça, mais donc vous avez un peu ce continuum effectivement d'intensité sur les solutions et sur la vocation innovante des organisations. Et donc finalement, enfin, alors, nous en tant que pôle, mais aussi ad hoc également, on se situe notamment dans le carré supérieur droit, c'est-à-dire on s'occupe d'innovation, de développement de solutions innovantes, en général avec des entreprises innovantes. Mais il y a tout un spectre effectivement de la transition numérique. Hop, alors j'ai perdu, ah, j'avais des animations que j'ai perdues. Alors tant pis. Quand on parle et je pense que Franck effectivement s'en fera l'écho tout à l'heure, Franck Bertu d'Adoc également, on parle de transition numérique à partir du moment. Ah ben voilà, j'ai mes animations qui sont là, de transition numérique à partir du moment où on essaye de voilà, transformer les choses existantes, d'introduire du numérique dans les procédés actuels. Et là, on a un spectre effectivement assez large qui concerne aussi bien les artisans dont je parlais tout à l'heure que les entreprises et les startups. Donc, on est voilà, sur l'adoption de nouveaux outils. Et puis, ce qu'on a. Alors, du coup, je perds mes animations. Voilà. Et quand on parle de transformation, alors transformation digitale hein, dans le vocable régional ou transformation numérique, effectivement, là où on développe des nouvelles solutions, des nouveaux procédés qui vont amener une nouvelle valeur ajoutée par rapport aux services qui sont rendus. Voilà. Donc, ça, c'était juste un petit rappel sur ce vocable-là. Une autre chose que je voulais rappeler. Alors, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, je perds les choses. Voilà. Un autre point aussi qui va paraître tout à fait évident pour les acteurs de l'agro, mais on a avec nous aujourd'hui des acteurs aussi qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'agro, du secteur agro. C'est un petit rappel sur le fait qu'on peut parler à des gens assez différents et que l'agriculture ne se concentre pas uniquement sur les agriculteurs. Juste un petit rappel sur le fait qu'il y a un continuum que l'on nomme enfin, de la fourche à la fourchette, hein, farm to fork, et qui couvre donc à la fois la production, c'est la partie dite amont avec des agriculteurs, des coopératives, la partie transformation qui est représentée par des industries agroalimentaires, des PME, mais également des artisans, qui transforment la matière et puis qui ensuite est distribuée vers le consommateur. Donc on a donc déjà trois types d'acteurs un peu différents. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent, alors je dirais pas périphériques, mais des acteurs qui apportent une contribution à ce continuum de la fourche à la fourchette. L'agrofourniture avec des semenciers, des fournisseurs de produits phytosanitaires, l'agroéquipement qui fournit les machines, les moissonneuses, les drones également, les robots et les capteurs. Vous avez aussi des sociétés de services, bien sûr, les sociétés de services typiquement agronumériques, mais vous avez aussi des gens comme les banques, les assurances, et tous ces acteurs-là ont des besoins numériques qui sont spécifiques. Et là, je me fais l'écho un peu de ce que nous faisons au niveau de l'innovation. En fait, on travaille pas forcément toujours avec les agriculteurs, on travaille beaucoup avec voilà, les industries agroalimentaires, on travaille aussi avec les assurances, les banques, et tous ces gens-là ont des besoins vraiment très spécifiques. Et vous avez ce dernier segment, alors qui n'est pas uniquement positionné sur la distribution, l'enseignement et la recherche. Les chercheurs et les organismes de formation ont aussi également des besoins numériques plus ou moins innovants d'ailleurs. Et quand on parle de recherche, on a développé des solutions très spécifiques pour répondre à des besoins de détection dans le domaine de la biologie des sols, par exemple. Dans le domaine de la formation, il y a des recherches extrêmement actives sur les nouveaux outils pour faire de la formation interactive qui intègre du serious game ou qui permettent de rendre compte des choses en réalité virtuelle. Donc il y a de l'innovation, de la transformation numérique
est attendue et de la transition numérique qui concerne tous ces acteurs, mais avec des besoins très différents. Voilà, donc ce petit rappel simplement, et je fais un clin d'œil effectivement à Julien Del Rio de Digital 113 avec qui on avait réfléchi à ces questions-là. Voilà, je m'arrête là et je te repasse la main, Anne. Ah non, pardon. Alors c'est encore à moi, effectivement. Je voulais juste aussi vous informer que dans la suite de Diva que j'ai eu l'honneur de coordonner, on va entretenir la dynamique de l'événement final qu'on avait organisé en mars de l'année dernière pour reconduire un événement régulier. Enfin, on espère pouvoir le faire de façon régulière pour entretenir cette dynamique européenne. Je pense que tu l'as souligné, Anne, on a en région un écosystème très riche sur l'agriculture numérique. Et on voudrait le faire savoir, voilà, on voudrait le faire savoir au niveau européen et d'établir des collaborations avec d'autres pays aussi qui ont des choses intéressantes à dire. Donc, je vous fais une pré-annonce encore une fois avec les collègues de Digital 113. On a baptisé ça un petit peu pompeusement Diva X en référence à TEDx. Donc, on espère pouvoir essaimer la dynamique assez largement. Donc, l'objectif, ce sera 100% dématérialisé parce que c'est quand même ce qui est plus simple quand on travaille au niveau européen. Ce sera en anglais, effectivement. Mais ce sera en anglais, un anglais européen, je serais tenté de dire, donc très accessible, et qui aura pour objectif d'apporter des revues sur les actualités au niveau européen, de montrer un peu ce qui se passe dans d'autres projets, dans d'autres pays européens, les tendances à venir, les appels à projets, un panorama des activités dans différents pays, c'est ça, des workshops. Julien va nous proposer aussi un stand virtuel, donc un salon d'affaires complètement virtuel. Et puis, il y aura également une possibilité de B2B. Donc, tout ça prévu en mars 2022 et on reviendra vers vous pour vous donner plus de détails. Voilà, cette fois, je te rends la parole. Anne, c'est à toi. Merci. Merci Nicolas. Alors, je profite de cette transition pour demander aux participants s'ils voient bien le diaporama. On a eu 2 personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des difficultés pour l'afficher. Donc, normalement, il y a des diapos qui défilent, je le dis pour ceux qui nous suivent. Et n'hésitez pas dans le chat à signaler s'il y a un problème. Donc, j'enchaîne pour vous parler, faire un petit retour sur une étude qui a porté sur le secteur de l'agroéquipement en Occitanie. Donc, une étude financée par la région et la Banque des Territoires qui a été confiée à un cabinet de consultants PwC. Donc, cette étude, elle s'est inscrite dans le cadre du plan de relance économique qui, en Occitanie, a identifié 5 secteurs stratégiques à soutenir, dont celui de l'agroalimentaire. Et au sein de ces secteurs, quelques études ont été financées sur des filières bien précises que vous pouvez peut-être voir à la droite de l'écran, donc le photovoltaïque, l'électronique et les biens d'équipement agricole. Et c'est de cette dernière dont je vais vous parler très rapidement. Le périmètre de l'étude a été centré sur la fabrication d'équipements et d'accessoires. Je peux passer la diapo. Destiné à l'agriculture. Et ce périmètre a également été étendu aux sous-systèmes numériques qui apportent des fonctions particulières à ces outils et équipements de type guidage, aide à la décision, traitement de données, traitement d'images, etc. Et le périmètre de l'étude inclut également celui de la robotique agricole. Donc, le cabinet de consultants appuyé sur un comité de pilotage qui a réuni des experts du sujet, comme la Fédération des CUMA, l'INRAE, le Pôle Agri Sud-Ouest et le cluster Vinceo, par exemple, a interrogé une vingtaine d'acteurs régionaux que vous pouvez voir sur cette diapositive. Et à l'issue de ces entretiens, ils ont fait émerger un certain nombre d'éléments de contexte, de grands messages clés et de recommandations que je vais vous présenter rapidement. Donc, parmi les éléments de contexte qui ont été relevés, il y a celui qu'en France, finalement, on a une assez faible décroissance des surfaces agricoles utiles, et ce depuis plusieurs dizaines d'années, et que ces surfaces sont à peu près stables en Occitanie depuis 2009. Donc, on reste sur des surfaces agricoles encore conséquentes. Les surfaces certifiées en bio sont en croissance régulière depuis 2008 et en particulier aussi en Occitanie, puisqu'on est dans la région qui occupe le premier rang français en termes de surface convertie en bio.
Donc, on a une croissance de ces surfaces de l'ordre de 14% par an depuis 2008 en Occitanie. Donc, un impact important de ce scénario sur les équipements et les outils qui sont nécessaires aux agriculteurs. Et après 4 ans de décroissance entre 2013 et 2017, ils ont remarqué que le marché français de la fabrication des agroéquipements est reparti à la hausse et connaît une croissance de plus de 5% par an depuis. On a également eu un focus sur le marché estimé de la robotique agricole au niveau mondial, qui est estimé en pleine croissance sur les prochaines années à très moyen terme, donc jusqu'en 2025. On peut noter sur 5 ans une croissance attendue de 35%. Alors c'est vrai qu'on part de chiffres assez bas, puisqu'on est sur un secteur qui est quand même peu développé encore en termes de vente et de chiffre d'affaires, mais c'est à noter qu'on est au démarrage de quelque chose sur la robotique agricole. Donc, malgré tout, on a une présence importante de machines autonomes ou téléguidées, mais on peut constater aussi que la majorité des gros constructeurs d'équipements ne sont toujours pas vraiment sur ce marché du robot agricole. La plupart sont encore en phase de test et finalement, ce sont les startups de la robotique qui sont en avance sur les gros constructeurs sur la partie commercialisation de produits. Donc, en Occitanie, le constat qui a été fait sur cette filière, c'est qu'on est sur une petite filière principalement constituée de TPE ou PME entre guillemets familiales, avec à peu près 66 acteurs qui ont été identifiés et documentés dans cette étude. Donc, pas vraiment de gros acteurs locaux, mais un réseau de distribution très solide, par contre, sur des gros acteurs, des gros équipementiers, les fabricants de tracteurs, donc un réseau de distribution qui est très, très solide et bien établi en région et qui peut faire le relais avec ces gros fabricants internationaux. Un chiffre d'affaires total de cette filière de l'ordre de 400 millions d'euros et des équipements agricoles fabriqués et proposés en Occitanie qui sont plutôt des équipements du matériel mécanique très conventionnel. Et tout ça s'inscrivant dans une demande nationale qui est croissante en termes de mécanisation. On va voir pourquoi, notamment en termes d'enjeux. Donc, une dynamique qui est intéressante et que la filière locale pourrait utiliser pour pouvoir se développer. Alors, les grands messages clés qu'on a retenus de l'étude, c'est qu'en Occitanie, les équipementiers traditionnels sont positionnés sur des technos bien maîtrisés et que finalement, ils intègrent peu le numérique dans leurs outils, même si certains, on a vu des projets arriver, notamment à l'agence, commencent à développer cette stratégie. On a quelques acteurs qui se positionnent sur la robotique agricole, donc un petit noyau dur d'entreprises innovantes là-dessus. On note donc que les grands constructeurs ne se sont pas vraiment encore lancés sur cette thématique dont l'offre est jugée encore très futuriste par rapport à la capacité du marché d'absorber ces innovations et à la demande. Et au final, le consultant pense que l'équipement intelligent et connecté est une étape encore sous-développée par rapport aux autres technologies. Donc, le diagnostic qui a été fait, c'est qu'on a affaire à un certain nombre d'enjeux, comme celui de la pression réglementaire et sociétale pour une réduction des intrants et pour une meilleure traçabilité, comme celui de la maturité et de l'adoption croissance des solutions numériques par les exploitations agricoles, et aussi le fait que la disponibilité en main-d'œuvre est de plus en plus un problème pour les exploitations, et que ces 3 enjeux-là amènent à penser que les équipements agricoles devraient intégrer de plus en plus l'aspect numérique dans leur développement. Donc pour ça, on a la présence en région de savoir-faire d'acteurs présents sur le numérique qui peuvent aider à développer ces nouveaux équipements. On peut aussi essayer de renforcer le réseau des équipementiers et leur positionnement sur ces nouvelles technologies. Et on peut leur conseiller de s'appuyer sur des marchés qui sont présents et qui sont à forte valeur ajoutée, comme les marchés de la production viticole, du maraîchage ou dans certains secteurs de l'élevage, comme les palmipèdes. Donc, le cabinet a recommandé de travailler sur 3 axes, et sur ces 3 axes, 2 portent sur la digitalisation des équipements et sur la robotique agricole. Donc, tous les acteurs présents en région sur ces piliers-là, équipements conventionnels, robotique agricole et peut-être un jour équipement intelligent, peuvent tous contribuer à faire émerger cette brique d'équipement d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a on va le voir sur la diapo suivante, un enjeu de faire émerger des partenariats et de faire travailler les acteurs en réseau sur cette thématique.
Donc, il semble qu'animer cette communauté d'acteurs soit vraiment primordial. Ça permettrait de garantir la prise en compte des attentes des agriculteurs en intégrant dans la chaîne les utilisateurs et notamment en faisant représenter ces attentes par des acteurs des coopératives, par exemple. Donc, de prendre en compte les contraintes et les enjeux de terrain. Et ça suppose de mobiliser les compétences de chaque catégorie, et de bien définir les rôles de ces catégories d'acteurs et d'articuler leur stratégie au niveau territorial. Alors, quel levier on peut actionner au niveau de cette dynamique-là? On peut essayer de caractériser les équipementiers au regard de leur capacité industrielle et leur capacité d'investissement, qui ne sont pas forcément toujours bien développées et bien solides. On peut essayer de les aider à approfondir l'étude des marchés et d'orienter leur stratégie marketing. On peut créer et animer une communauté d'acteurs qui pourront apporter chacun leur brique de compétences, créer des premiers espaces d'expérimentation et les aider à identifier des guichets pour soutenir financièrement le volet innovation, mais peut-être aussi le volet premiers investissements. Donc, on se propose de lancer un groupe de travail avant la fin de l'année pour imaginer et piloter un plan d'action là-dessus. Et la journée d'aujourd'hui s'inscrit un petit peu en avance de phase par rapport à tout ça, puisqu'elle peut permettre d'être une première étape sur le volet partenariat, puisque certains équipementiers agricoles se sont inscrits aujourd'hui et ont, je l'espère, pris des rendez-vous avec, par exemple, des offreurs de solutions numériques sur ces sujets-là. Merci, et je vais peut-être, Laurence, est-ce que tu as noté des questions sur ces deux premières présentations ou est-ce qu'on enchaîne directement avec la présentation d'Agathe? On peut enchaîner, il n'y a pas de questions autres que techniques. Merci. Très bien. Donc, Agathe, si tu veux bien prendre la parole. Alors, oui. Agathe, est-ce que tu es avec nous? Bonjour à tous, oui, je suis là. Allumer la caméra et le micro. J'en profite pour demander il y a des personnes qui ont leur caméra allumée, si vous voulez bien les fermer. Je vous remercie, Monsieur Vigier également. Monsieur Binet, merci. Merci. Et Agathe, eh bien, merci de nous rejoindre. Donc, je te présente rapidement. Agathe Olive, tu es chargée de projet au pôle Agri-Sud Innovation. Tu es aussi coordinatrice du cluster biocontrôle et biosolutions Nouvelle-Aquitaine. Et puis tu fais aussi partie, tu rencontres aussi, enfin tu participes aussi au niveau national alors le consortium biocontrôle. Et puis donc il y a des réflexions en ce moment sur le lien entre le numérique et le biocontrôle. Donc il faut que tu nous expliques un petit peu ça. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur le biocontrôle? Qu'est-ce que c'est que le biocontrôle finalement? De quoi parle-t-on? Bien sûr. Donc, merci Nicolas et bonjour à tous. Donc, le biocontrôle, ça va faire une petite redite pour tous les agros qui sont connectés, mais il faut en reparler pour tous les acteurs qui n'ont pas la notion clairement en tête. Donc, c'est une notion qui est clairement définie au niveau réglementaire. C'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux par l'utilisation de mécanismes naturels. Donc cet article est inscrit au Code rural et de la pêche maritime, et il se décline en 4 piliers. Donc on a en premier pilier les micro-organismes, donc qui vont réunir tous les micro-organismes de type bactéries, champignons, virus, et qui vont pouvoir lutter contre des bioagresseurs des plantes. Donc, par exemple, un virus qui est connu contre le carpocaps des pommes, qui va s'appeler la carpovirusine. On a ensuite le type des macro-organismes avec des insectes, des acariens, des nématodes, Et un exemple qui est bien connu, c'est celui de la coccinelle, qui va être le prédateur naturel des pucerons, qu'on va lâcher dans des serres, notamment sur la partie maraîchage. Et enfin, on a 2 autres leviers qui sont donc les médiateurs chimiques avec les phéromones et les kéromones. Donc, on va produire des phéromones de synthèse, soit pour attirer les ravageurs dans des pièges, par exemple, soit pour les repousser au niveau d'une parcelle agricole, et des kéromones qui sont des molécules organiques aussi, qui sont produites par des feuilles, par des fruits, et qui vont attirer également des ravageurs, des bioagresseurs. Et on a également des substances naturelles qui peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale et qui vont être donc des biopesticides naturels au niveau des ravageurs. Donc le biocontrôle, voilà, c'est tout un ensemble de ces méthodes de protection des végétaux et qui est aujourd'hui en forte progression
puisque l'objectif, c'est évidemment de réduire l'utilisation des produits chimiques phytosanitaires. Et on a donc ce biocontrôle qui est en progression de 9% au niveau du chiffre d'affaires de 2019 à 2020. Donc, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Alors, il y a une progression et en même temps, ça représente aujourd'hui encore une part faible, enfin, on Tout peut à le fait. dire, du marché des phytos. Donc, il y a encore des progrès à faire. Il y a besoin d'améliorer, notamment enfin, l'efficacité, la façon de voir les choses aussi, de façon Tout à plus fait. intégrée. Donc, il y a du travail à faire pour que ces innovations se développent vraiment. Ouais. D'où les démarches effectivement au niveau national hein, pour travailler sur ces sujets-là. Donc il y a on en a parlé, le consortium Biocontrôle. Est-ce que tu peux nous dire justement un mot de ce consortium? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me mettre la slide suivante, Nicolas, s'il te plaît? Oui, je vais Donc, le t'arrêter. consortium Biocontrôle, pour le présenter rapidement, c'est un collectif donc piloté par l'INRAE, hein, que je salue d'ailleurs, puisqu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Donc, on a 48 membres qui représentent à la fois des membres privés et des membres publics qui vont s'associer donc, pour déployer un programme scientifique et technique d'intérêt collectif à toutes les parties prenantes. Donc, en fait, concrètement, les membres privés regroupent des industriels de production du biocontrôle que vous voyez sur la petite slide avec des sociétés qui sont bien connues du secteur, mais également donc des pôles de compétitivité, pour ne citer que nous, des centres techniques également du végétal, et des laboratoires et des universités qui vont travailler tous ensemble à déployer l'industrie française du biocontrôle. Et le deuxième objectif, c'est de promouvoir aussi son utilisation. Donc le consortium a été créé, si je ne dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018. On me corrigera dans les commentaires si besoin. Et l'objectif et les axes de travail, donc, c'est d'animer et de fédérer cette communauté de recherche, développement et d'innovation autour du biocontrôle et de soutenir l'innovation en finançant des projets de recherche et d'ingénierie. Donc, le consortium s'organise autour de 2 AG au niveau annuel, des journées également de rencontres. D'ailleurs, les prochaines seront le 8 et le 9 décembre, si je ne me trompe pas, 2021 à Reims, pour ceux qui sont intéressés et qui sont membres du consortium, puisque c'est effectivement réservé aux adhérents du consortium. Et on a également des groupes de travail, dont je fais partie du groupe de travail numérique et agroéquipement, donc au sein du consortium Biocontrôle. Et l'objectif, c'est de discuter des prochains défis et de proposer des projets de recherche et développement qu'on pourrait faire financer par ce consortium Biocontrôle, en cofinancement évidemment avec d'autres financeurs au niveau national, régional ou européen. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a, il y a des appels à projets spécifiques lancés par le consortium ou est-ce que Alors, oui, non, mais tu as raison. Tout est internalisé aux membres du consortium. Hein, voilà, c'est vraiment réservé aux membres puisqu'il y a une adhésion annuelle au niveau du consortium Biocontrôle. Donc, effectivement, il y a un budget qui est fléché pour le financement de projets de recherche et d'ingénierie. D'où ma question après derrière, si moi j'ai envie de m'inscrire, je suis une jeune start-up, je peux adhérer au consortium Biocontrôle Oui, au niveau national? tout à fait. Vous pouvez adhérer et d'ailleurs, vous avez les contacts tout à l'heure dans les prochaines slides. N'hésitez pas à contacter donc Yareli et Cécilia qui sont les pilotes du consortium Biocontrôle pour vous renseigner et intégrer le consortium. Et votre intégration sera validée lors des prochaines assemblées générales. Donc ça permet d'être au courant, de participer aux discussions et éventuellement participer à ces projets de recherche. Alors un petit peu quand même, c'est un focus quand même assez recherche, un petit peu en amont, si je ne m'abuse. On n'est pas sur du financement de projets d'innovation. Hein, ça, Oui, c'est vraiment des projets de recherche qui vont être financés, effectivement. D'accord. Alors ça nous amène du coup à la journée qui s'est tenue. Donc il y a un groupe de travail, tu l'as dit, sur le biocontrôle et alors le numérique, l'agroéquipement et la robotique. Donc on voit bien l'intérêt de voir comment ces outils-là peuvent venir en soutien au biocontrôle et sûrement améliorer l'efficacité. Tu vas nous en dire un peu plus. Donc il y avait une journée, c'était mardi dernier, le 12. Et donc tu vas nous donner en primeur les conclusions de cette journée.
Et je crois qu'il y a une petite diapo. Oui, Voilà. voilà. Donc effectivement, on a organisé avec le consortium et tous nos amis des pôles de compétitivité et clusters numériques qui sont aussi présents. Donc je resalue Julien comme tu l'as fait tout à l'heure et Frédéric Vigier aussi qui était là aussi dans le pôle de l'organisation de l'événement. Donc il s'intitulait Numérique, robotique, agroéquipement et biocontrôle, puisqu'il faut savoir que pour optimiser le développement du biocontrôle, on a encore pas mal de chemins à faire et de verrous à surmonter, qu'on a su décliner en 3 piliers lors de cette journée. Donc le premier pilier, c'est suivre. Donc c'est un grand besoin pour déployer le biocontrôle. Il faut suivre l'environnement de la culture pour savoir à quel moment la culture est la plus disposée à recevoir une application de biocontrôle. Il faut suivre également le comportement des bioagresseurs, donc par des capteurs, par de la robotique qui passe dans les rangs de culture. Il faut suivre aussi la physiologie de la culture pour savoir à quel moment elle est la plus disposée et la plus stimulée à recevoir, donc comme je le disais tout à l'heure aussi, le produit. La météo également, puisqu'on va avoir des conditions qui vont être plus ou moins propices au déploiement et la bonne efficacité du produit, parce qu'on est vraiment, donc encore une fois, dans la différence avec un produit phytosanitaire classique, conventionnel. Le produit de biocontrôle a besoin de beaucoup de paramètres et de conditions pour bien fonctionner. Donc on peut parler aussi de la météo, voilà, parce que des conditions humides ne seront pas forcément propices au bon développement et à la bonne efficacité du produit de biocontrôle. Donc le premier pilier, c'est suivre. Excuse-moi, Ouais. Agathe, Oui, bien sûr. dans ce volet suivre, donc moi j'entends, il y a tout ce qui est prévision du risque, alors qui n'est pas forcément lié au biocontrôle, mais qui en fait partie. Il y a aussi un enjeu fort qui est de savoir quelque part identifier enfin de bien positionner les produits Ça, ce sera sur la partie application. Ouais. Plutôt application, c'est ça, ouais. d'accord. Mais ensuite, oui, on peut avoir des outils de phénotypage aussi pour savoir à quel moment, pour bien caractériser le comportement de la culture, encore une fois. Et on peut développer des outils d'aide à la décision, oui, pour savoir quand est-ce qu'il faut agir. Donc tout est lié, hein, tout est lié aussi au niveau de ces piliers. Dans suivre, on retrouve aussi typiquement les pièges connectés ou des choses Tout à comme fait, ça. Hein, c'est ça, c'est le comportement des bioagresseurs et les pièges connectés. Donc, on a eu des interventions au niveau des pièges connectés mardi. On a eu des interventions sur le comportement de la culture, le phénotypage, on en a parlé, etc. Donc, effectivement, ouais. Tu as une question, Nicolas ? Deuxième volet, non. Alors, deuxième volet, décider, vas-y. Décider. Donc là, c'est concrètement pour aider l'applicateur de produits de biocontrôle. Quand est-ce qu'il faut qu'il agisse ? Est-ce qu'il faut qu'il agisse maintenant ou demain, en fonction de la météo, en fonction du bioagresseur ? À quel moment ? Où ça ? Donc c'est ce que tu disais, Nicolas. Est-ce qu'il faut que je mette mon produit de biocontrôle au niveau de la feuille, au niveau du fruit, au niveau de la fleur, au niveau du pied ? À tous les niveaux en même temps. Donc, il y a plein d'outils d'aide à la décision et de capteurs qui vont nous aider à décider quand est-ce qu'il faut agir et avec quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de solutions d'applications. On a le pulvérisateur, on peut avoir des applications par drone. J'en dis un peu trop par rapport au dernier levier, mais il faut décider et choisir quel est le bon outil d'application de mon produit. Donc voilà quel est le... On est vraiment sur des OAD typiquement, des modèles qui vont permettre de bien positionner le produit au meilleur moment. Sachant Exactement. que tu me coupes si je dis des bêtises, mais finalement avec du biocontrôle, on est avec des produits qui ne fonctionnent pas de façon aussi binaire, on va dire, qu'un produit conventionnel. Donc il y a besoin de prendre plus de paramètres en compte pour que ça marche bien. Hein. Exactement, tout à fait. Exactement. Du coup, ça nous amène au troisième volet, et le troisième levier. Troisième levier ou troisième volet, peu importe, c'est l'application. Donc, quel équipement choisir ? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va être un pulvérisateur ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être enrobé dans une semence aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut lâcher par drone, puisqu'on a des lâchers de trichogrammes, donc un outil de biocontrôle, qui peuvent être réalisés ? Comment on va contrôler aussi l'efficacité de mon produit par rapport au lâcher ou à l'application.
Dans quelles conditions d'application également je vais épandre ou diffuser mon produit, et donc l'efficacité du procédé. Pour suivre vraiment l'efficacité, à partir du moment où j'applique mon produit de biocontrôle, quels sont les résultats? Est-ce que mon bioagresseur il a pu être drastiquement contrôlé, puisqu'il n'y a pas de... Oui, c'est du biocontrôle, hein, c'est pas la même efficacité que le produit chimique, encore une fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de grandes tendances? Enfin, les grands sujets, quelque part, d'innovation sur lesquels il y a besoin de travailler? Est-ce que tu peux nous donner quelques mots-clés là-dessus? Donc, il faut travailler sur pas mal de choses au Oui. niveau du biocontrôle, mais ce que je pourrais retenir, c'est il faut travailler sur les méthodes d'évaluation des produits. Donc, on a pas mal d'initiatives qui peuvent se déployer au niveau de ces sujets en lien avec le numérique, puisqu'on a des outils de phénotypage qui sont de plus en plus innovants et qui sont tous digitalisés. Et on a également aussi des chaires qui peuvent être mises en place, notamment du côté de chez vous à Montpellier, avec la chaire à Perpignan, pardon, excusez-moi, en Occitanie, mais avec la chaire UPVD à Perpignan. Et le gros point pour moi qui Donc, reste excuse-moi, oui. Agathe, donc si je comprends bien, c'est une question de phénotypage, de pouvoir qualifier les effets d'un produit. Donc ça, je pense que ça intéresse typiquement Oui. les organismes d'expérimentation qui ont besoin de développer des nouvelles métriques quelque part pour caractériser l'efficacité des produits. Encore une fois, on n'est pas sur une approche conventionnelle, binaire, ça marche pas. On est sur des choses un peu plus compliquées, on a besoin de prendre en compte plus de paramètres. Effectivement, Exactement. on a besoin d'avoir des outils qui marchent bien. Exactement, parce que si on fait un test, par exemple, d'un produit biocontrôle à Perpignan et qu'on va le tester chez nous à Bordeaux, voilà, les paramètres seront complètement différents, les conditions de la nature du sol, de la météo, d'hygrométrie seront totalement différentes et le comportement du produit de biocontrôle réagira de manière différente. Donc, effectivement, il faut qu'on adapte tous ces paramètres et ces conditions. On va vraiment essayer de piloter le système dans sa globalité au lieu d'avoir un système binaire comme on pouvait avoir avant, comme tu dis. Du coup, je t'ai coupé, tu avais une autre tendance à nous dévoiler. Non, mais la grosse tendance et le gros besoin aussi que je verrai, c'est le partage de données. Donc, on est en plein dans la partie numérique et digitale, qui est le sujet d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'expérimentations qui sont réalisées aux quatre coins de la France sur le biocontrôle. Chacun va faire des expérimentations, que ce soit au niveau des centres techniques, au niveau des producteurs, des coopératives, etc., des distributeurs. Et je pense que, enfin, je suis pas la seule, hein, mais que l'objectif, c'est de décloisonner un peu ce partage de données pour que les applicateurs, les utilisateurs de produits de biocontrôle puissent se les approprier et puissent en tirer des grandes conclusions et dire, bon, ben voilà, là où je suis, le produit de biocontrôle, il faut que j'utilise tel paramètre pour qu'il puisse marcher chez moi, puisque j'ai vu que dans telle expérimentation, en Bretagne, ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais essayer de faire autrement. Donc, c'est vraiment l'analyse de données, le partage de données, le décloisonnement de tout ça, qui, je pense, sera intéressant pour la suite et pour s'approprier au maximum les produits de biocontrôle. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, tu nous as mis quelques contacts utiles, effectivement, au niveau du consortium national, effectivement. Donc, ton contact à toi. Et puis, je crois qu'il y avait, on peut mentionner effectivement des événements que vous aviez préparés, que vous aviez fait avec Digital 113, je crois, pour préparer cette journée. Tout à fait, avec Digital 113 et puis les autres pôles du végétal et du numérique, on a réalisé 2 webinaires. Donc, un en juin pour vulgariser la notion de biocontrôle auprès des acteurs du numérique. Donc d'ailleurs, si vous voulez, je m'adresse donc aux participants, si vous voulez avoir accès à ce webinaire, n'hésitez pas à contacter Nicolas ou moi-même. Et on a fait un autre webinaire fin août pour justement dans l'autre sens, c'était le match retour pour acculturer les acteurs du biocontrôle au numérique. Donc c'était vraiment pour vulgariser les deux mondes. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur le Consortium national du biocontrôle, à contacter Yareli et Cécilia, dont vous avez les coordonnées sous les yeux.
Il y a peut-être aussi il y a une stratégie nationale du biocontrôle, hein, on peut le dire aussi. Ouais, merci C'est un Nicolas. document qui est utilisable, enfin, qu'on peut trouver sur Internet très facilement et qui donne même les grandes orientations de ça. Et puis on peut Tout à aussi fait. préciser que le biocontrôle fait partie des grands axes d'innovation qui sont promus par la France aussi, qui s'est positionnée en disant qu'elle voulait être parmi les pionnières au niveau européen sur ces sujets-là. Et je pense que ça fait aussi l'écho à la présidence de la France au niveau européen à partir de 2022, qui va vraiment mettre l'accent sur la réduction des pesticides et donc mettre en avant ces solutions-là. Et donc le numérique est très attendu pour, en tout cas, donner un coup de boost et améliorer l'efficacité, comme on l'a dit. Exactement, dans la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle que vous trouverez sur le site du ministère, il y a également des objectifs d'optimiser le déploiement grâce au numérique. Donc vous trouverez ça, tous les documents sont disponibles en libre service sur Google. Alors, je crois que nous avons une question. Laurence, peut-être tu veux t'en faire l'écho? Oui, une petite question donc, qui est relative au thème des partages des données. Est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer une dimension partage de connaissances, retour d'expérience sur des sujets où on fait toujours une comparaison avec les modes d'action des produits phyto traditionnels alors que c'est très différent? Ouais. Oui, oui, c'est sans doute à toutes les différences entre biocontrôle et phyto classique. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Quand je parlais de partage de données, c'était sur, j'ai pas précisé, c'était effectivement sur le retour des résultats d'expérimentation qui peuvent se faire. Et effectivement, donc, dans quelles conditions on a expérimenté mon produit de biocontrôle pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent avoir accès à ces données. Donc, effectivement, partage de connaissances, c'est tout à fait ça. Retour d'expérience sur tous ces sujets et de comparer les modes d'action traditionnels, bien sûr. Il y a un commentaire aussi, pardon, plus qu'une question, c'est effectivement un témoignage qui dit, nous les agriculteurs, comment faire pour avoir un suivi ou un minima une aide pour faire le tri dans tout ça, parce que des données, il y en a peut-être trop qui arrivent, et est-ce qu'il ne faut pas les prédigérer ou en tout cas les rendre plus accessibles? Vous refaites le test vu que vous... Oui, la question, elle porte sur comment se faire accompagner sur ces solutions-là quand on est un agriculteur. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent exister, qui sont orientés. Donc, il y a des orientations auprès des coopératives, des dispositifs. Après, moi, j'ai la casquette Nouvelle-Aquitaine, donc je suis désolée si en Occitanie, Nicolas, si t'inquiète. Mais non, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des dispositifs qui peuvent exister concernant une feuille de route qui va être mise en place en 2022. Mais il y a des dispositifs qui sont orientés auprès des coopératives et ensuite les agriculteurs. Voilà, il y a des choses dans les tuyaux qui seront pilotées par la Chambre régionale de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner un peu plus tout ça, animer des groupes de travail, animer des réunions bout de champ, comme on peut dire, pour former, puisque donc la formation, c'est un gros verrou aussi au niveau du biocontrôle. Donc le numérique certainement pourra aussi aider pour mettre en place des formations à distance, en utilisant peut-être la réalité augmentée, on ne sait pas, mais ça peut être aussi intéressant d'imaginer ce genre de choses. Disons que j'ai pas forcément la réponse à cette question, mais je sais que c'est une question, c'est une des deux grandes questions sur le sujet du biocontrôle qu'on a en tête d'essayer de traiter dans les années qui viennent avec les acteurs de cette thématique-là, au moins en région. Et puis, de toute façon, c'est pas une problématique qui n'est que régionale. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Anne, tu veux peut-être reprendre la main? Je crois qu'on arrive à... Oui, on arrive à la fin de nos petits focus thématiques et je vais juste finir sur du pratico-pratique. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir en résumé le programme du reste de la journée. Donc, de 11h à 18h, certains d'entre vous l'ont utilisé. On vous a proposé la possibilité de planifier des rendez-vous avec d'autres participants.
donc des rendez-vous de l'ordre de 20 minutes en visio. Donc tout est géré automatiquement par la plateforme, je vais y revenir. Et en parallèle de cette session de rendez-vous, certains d'entre vous aussi ont choisi de suivre une ou plusieurs de 4 petites présentations d'outils collectifs un peu emblématiques sur le sujet du numérique pour l'agriculture qu'on peut trouver en région à disposition de tous. Donc ça, vous l'avez vu dans le programme, j'imagine. Et moi, je vais enchaîner là-dessus pour vous donner 2 conseils techniques et pratiques par rapport à cette journée-là. Donc, vous avez normalement tous reçu un mail automatique de la plateforme avec votre planning de la journée. Mais ce que je vous encourage à faire, donc premier conseil, c'est de vous connecter directement à votre espace participant sur la plateforme avec les identifiants que vous avez eus quand vous avez créé votre profil. Ça vous permettra de voir s'il y a encore des demandes de rendez-vous qui n'ont pas été traitées, qui sont encore en attente pour vous. Parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits il y a encore quelques minutes, donc ça bouge sans arrêt. Et donc vous aurez comme ça la dernière version à jour des demandes de rendez-vous qui ont pu être émises à votre attention, et de bénéficier également de la dernière version à jour de votre planning. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mail qui a été envoyé. Vous pouvez être sur votre espace et sur votre planning, dans l'onglet planning de la journée, vous pouvez cliquer au fur et à mesure sur les différents moments auxquels vous vous êtes inscrit. Et la plateforme va gérer les connexions automatiquement. Le deuxième conseil, c'est de fermer Teams après chaque participation à une présentation en plénière et avant de retourner à un éventuel rendez-vous en visio. C'est un conseil que nous a donné le prestataire. Ça peut, le fait d'avoir Teams encore ouvert quand vous êtes sur un rendez-vous B2B en visio peut éventuellement poser un problème pour la connexion de la caméra. Si jamais ça vous arrivait, n'hésitez pas à vous déconnecter du rendez-vous, à fermer Teams et à vous reconnecter avec le lien de votre planning. Ça marchera très bien normalement. Alors, tout au long de la journée, vous pourrez bénéficier de support technique. Donc, pour tout ce qui est rendez-vous B2B, j'ai 2 collègues, Laurence Bontemps et Élodie Ledréan. Nicolas, si tu veux passer la diapo. Pardon. Donc, vous avez également reçu les coordonnées de l'équipe technique, mais je vous les remets en diapositive. Donc, Laurence et Élodie sont à votre disposition par mail et par téléphone en cas de problème, mais sachez qu'elles sont aussi sur le centre de surveillance des rendez-vous en visio. Donc, elles vont surveiller heure par heure, créneau par créneau, si tout se passe bien. On a un tableau de bord qui nous permet de prendre contact avec des participants qui n'arrivent pas à se connecter ou à aller les chercher quand ils sont en retard à leur rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, à les contacter. Et puis, pour la partie, pour les intervenants qui sont mobilisés sur les 4 présentations de l'après-midi, c'est Nicolas Nguyente qui sera votre contact privilégié pour tout ce qui est problématique technique ou autre. Voilà, il me reste, je pense, à clôturer cette session inaugurale en vous souhaitant une très bonne journée, en vous remerciant de la confiance et de l'intérêt que vous avez manifesté par rapport à cette journée, et en espérant que tout se passe bien. C'est une première pour nous, enfin en tout cas pour moi, cette journée de rendez-vous B2B totalement en visio, donc j'espère que ce sera fructueux. Et encore une fois, pensez à couper Teams avant de faire vos rendez-vous. Et rendez-vous pour les ateliers alors. À tout à l'heure. Bonne journée.